Bienvenue sur Gabon 24, nous sommes dans la semaine de la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem en Judée. C'est la fête chez les chrétiens. Le contexte de Noël nous offre le prétexte d'évoquer ici l'Afrique une problématique tout aussi passionnante que complexe. Il s'agit de la montée de l'intégrisme religieux à travers le monde et particulièrement sur le continent africain. Si la religion peut être définie comme l'addition d'un ensemble d'éléments, une communauté plus un dogme, plus une transcendance, plus un rituel, plus une finalité, égale être exaucé sur terre ou dans l'au-delà. Cependant, la pratique et la propagation des religions révélées s'est toujours heurtée aux cultures locales et en Afrique, le phénomène a toujours été à la base de nombreuses dissensions et guerres. L'intégrisme religieux, fût-il chrétien ou musulman, devient un véritable cancer des sociétés modernes. Pourquoi toutes ces atrocités commises au nom d'un Dieu que l'on dit pourtant unique de paix et d'amour? Qui sont ces fous de Dieu? Sont-ils réellement fous? Leurs revendications supposées ou réelles sont-elles compréhensibles? Et comment faire pour épargner l'apocalypse aux générations actuelles et à venir? Ce sont quelques-unes des interrogations que nous nous poserons dans ce débat alors qu'il ne se passe plus un jour sans que les médias occidentaux aux gros moyens ne nous servent des scènes d'horreur perpétrées à travers la planète par des mouvements hors la loi. Nous recevons sur ce plateau Moussa Ziengui. Les habitués du petit écran le connaissent comme journaliste vedette de Gabon Télévision, mais de par sa foi musulmane, il est membre du Conseil supérieur des affaires islamiques. Bonjour. Bonjour, Ismaël. Je n'oublie pas que vous êtes aussi consultant à Radio-Télévision Nour, le premier média islamique du Gabon. Avec lui, Guy Fernand Tonda. Il a à l'origine enseignant d'histoire et se définit comme spécialiste des sociétés modernes. Monsieur Tonda, bonjour. Bonjour, monsieur. On devrait avoir aussi dans cette émission Hervé Esson, mais lui, il est spécialiste de l'histoire des religions. Voilà pour le décor. En vous précisant que nous aurons d'autres réactions au téléphone comme d'habitude. Bienvenue à tous. En attendant d'ouvrir le débat, retour sur l'un des attentats terroristes de ces derniers jours, celui de Berlin en Allemagne, qui a fait 12 morts vendredi dans un marché de Noël. Reportage. Lundi, en Allemagne, un camion a foncé dans un marché de Noël, entraînant la mort de 12 personnes et plus de 48 blessés, selon le bilan provisoire de l'incident. Nous sommes en train de mener des investigations dans toutes les directions. Tous les scénarios sont pour l'instant envisageables. C'est peut-être intentionnel, ça pourrait être aussi un accident. Peut-être que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à cause de l'alcool ou de la fatigue. Mais ce ne sont que des cas, des figures auxquelles nous pouvons penser. Nous saurons ce qu'il s'est réellement passé lorsque nous aurons identifié les individus concernés, analysé les éléments d'enquête et entendu les témoins. La piste d'un attentat terroriste est envisagée et le ministre allemand de l'Intérieur a indiqué que beaucoup de raisons laissent penser qu'il s'agit bel et bien d'un attentat. L'enquête a été confiée au parquet fédéral compétent pour les affaires de terrorisme. La crainte d'un attentat nourrit le débat politique en Allemagne depuis plus d'un an. Les populistes de droite estiment que la chancelière Angela Merkel a mis en danger son pays en l'ouvrant en 2015 à près de 9000 demandeurs d'asile originaires du monde musulman. On apprend au dernier moment que les premiers suspects de ces attentats de Berlin sont déjà interpellés. Nous y reviendrons avec force et détails. Mais après l'Allemagne, c'est aussi toute l'Europe qui est en émoi. Entre 2012 et 2016, la France a enregistré plusieurs attentats avec un bilan qui tourne autour de 300 personnes tuées, si ce n'est un peu plus. Nous avons en direct de Paris Luc Maillot. Luc Maillot, il est journaliste, président du Club de l'information africaine. Luc, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs années après, on peut expliquer pourquoi la France est-elle visée par des attentats d'une telle envergure? Disons qu'aucun pays n'est vraiment épargné par les attaques terroristes, voire islamistes. On se souvient que 2000 a commencé avec l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis et que depuis, on est entré dans une ère de crainte. Ponctué par des attentats qui ont eu lieu à la fois en France, mais ailleurs également, et même tout près de nous, au Cameroun, au Tchad, dans la zone du lac Tchad, on est victime des actes terroristes. Le Mali est aujourd'hui un terrain qui aurait pu représenter également une prise de chasse très forte pour les islamistes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'est épargné, mais la France a payé un très lourd tribut en 2016 aux djihadistes.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, par exemple, la France, qui était restée longtemps épargnée de ces actes terroristes, peut être visée aujourd'hui? Elle a été épargnée à un certain moment, relativement. Quand on dit épargnée, souvenons-nous qu'en 1994, il y avait quand même eu des attentats en France. Elle a été relativement épargnée parce qu'après, il y a eu le gouvernement de Dominique de Villepin qui s'était opposé à la deuxième guerre du Golfe. Cela a valu beaucoup de sympathie à la diplomatie française et à la France de façon générale. Puis après, sous Nicolas Sarkozy, les liens se sont raffermis entre la France et les États-Unis, notamment via l'OTAN. Donc la France est intervenue de façon beaucoup plus intrusive dans les guerres. En Côte d'Ivoire, c'est pas le même schéma, mais on a eu la guerre également en Libye, la Syrie, sur laquelle la France a pris des positions très fortes, et puis les interventions au Mali et dans d'autres pays qui ont fait que la France s'est mise en avant dans la lutte contre ces forces-là du djihadisme international, et donc c'est attirer leur foudre d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'on peut aussi indexer le rôle des médias dans la diffusion ou le traitement des informations relatives donc à ces attentats terroristes? Non. On peut dire que parfois le traitement des journalistes est maladroit, mais on ne peut pas dire que c'est à cause des journalistes que les attentats ont lieu. C'est déjà la première chose qu'il faut dire ou faire en analysant cela. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai emballement autour des questions islamistes. Dès qu'il y a un attentat, on voudrait que ce soit un attentat terroriste d'origine islamiste. Il y a des raccourcis qui sont très vite faits, mais je pense qu'il faudrait se garder de considérer que les médias jouent un rôle primordial dans le fait que des actes terroristes soient commis en France ou ailleurs. Alors, retour sur ce plateau avec nos invités Tonda. Aussi, les religions aspirent aux mêmes valeurs ou enseignent les mêmes valeurs. D'où vient-il qu'on en arrive à ces pics de violence qui visent particulièrement les êtres humains, les institutions et parfois les monuments? Alors, merci, M. Ismaël Obiang. Je voudrais d'abord, pour la fluidité, n'est-ce pas, des commentaires qui vont suivre, pour la fluidité des hypothèses qui vont être délayées ici, en tant que pédagogue, et justement, la méthode voudrait qu'on définisse d'abord ce que c'est l'intégrisme religieux. Alors, lorsque vous prenez le dictionnaire Larousse, à la page 419, ça vous donne intégrisme. Et ça veut dire simplement que c'est l'attitude des croyants, de certains croyants, qui, au nom du respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution. Ça, c'est la traduction littérale du dictionnaire. Mais au sens religieux, l'intégrisme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut simplement dire que c'est l'art. L'intégrisme religieux, c'est l'art d'organiser, de construire des sociétés sur les principes des textes sacrés ou sur les principes des fondamentaux de la religion. Je voudrais quand même rappeler sur ce plateau qu'il y a deux types d'intégrisme religieux. On parle aujourd'hui d'intégrisme religieux qui est un intégrisme moderne, mais il y a d'abord l'intégrisme religieux classique. Alors, permettez-moi de faire un clin d'œil sur ce que c'est l'intégrisme dans le passé. Alors, il se trouve que l'intégrisme a vécu et a une histoire dans le monde des religions. Partant des sociétés monolithiques jusqu'aux sociétés à État ou État-nation, il se trouve qu'au début des temps modernes, justement, les sociétés occidentales vont construire des États, mais au-dessus de ces États, il y a la religion qui est dominante. La religion domine, la religion éduque, la religion influence. Mais entre justement les abus de la religion, les maladresses, les dérapages de la religion, les autorités religieuses vont se retrouver et vont organiser ce qu'ils vont appeler le Concile Vatican I. Mais malgré ce concile, les choses ne vont pas évoluer. Alors, ils vont organiser le Concile Vatican II. L'importance dans ça, la conséquence dans ce Concile Vatican II,
c'est qu'il y a le principe de la laïcité qui va arriver. Et le principe de la laïcité va marquer une différence entre désormais le rôle de l'État et le rôle de la religion. Alors, l'État va dorénavant gérer ce qu'on appelle les affaires civilo-militaires. La religion va s'occuper des affaires religieuses. Absolument. Oui. Et beaucoup pensent aujourd'hui que cette perversion, tout ce que nous vivons aujourd'hui, est lié au fait qu'il y a une pluralité des croyances révélées. Est-ce que ce n'est pas un raccourci? Est-ce que c'est un argument massu pour justifier toutes les barbaries que nous connaissons aujourd'hui? Bien, merci Ismaël Obianze de m'avoir convié à ce débat. Au passage, je voulais déjà présenter mes condoléances à ce pays frère qui est l'Allemagne, Angela Merkel particulièrement, car nous savons les efforts qu'elle fait pour accueillir les réfugiés dans son pays. Avant donc de répondre à votre question, j'aimerais comme ça vous lire en 1 minute une boutade faite par une sœur sur les réseaux sociaux que je partage à 100%. Elle dit, parlant des Occidentaux, « Quand ils font une guerre, c'est pour le bien du monde. Quand ils ont une idée, elle est internationale. Quand ils parlent, c'est au nom de la communauté internationale. Quand leurs valeurs, elles sont universelles. Quand ils ont une crise, elle est mondiale. Quand ils parlent de leur langue, ce sont des langues. Les autres, ce sont des dialectes. Ils se sont installés en Amérique, au Canada, en Afrique du Sud, en Autriche et en Afrique du Sud. Et ils refusent que nous allions chez eux. Chez nous, ils sont expatriés. Chez eux, nous sommes des immigrés. Quand ils n'ont pas de visa, ils sont en situation irrégulière. Et nous, nous sommes des sans-papiers. Quand ils font la guerre pour libérer leur pays, à l'exemple de Hitler et l'Allemagne qui a envahi les autres pays, ce sont des résistants. Et quand c'est les autres, ce sont des maquisards, à l'exemple des Sud-Africains sous le règne de l'apartheid qui voulaient, n'est-ce pas, libérer leur pays. Quand ils font la guerre à des pays pour leur voler leur pétrole, c'est la démocratie. Et quand les autres répondent, ce sont des terroristes. Quand nos femmes portent le voile, elles sont soumises et opprimées. Chez eux, ce sont de bonnes sœurs. Quand ils donnent de l'argent pour obtenir des marchés, c'est le lobbying. Chez nous, c'est la corruption. Et le plus drôle dans tout cela, ils brassent des milliards chaque année avec cette technique savamment mise au point depuis des siècles. Et c'est les mêmes qui organisent des colloques et des séminaires pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Et lorsqu'on a dit tout ceci, je réponds succinctement à votre question et j'ai écouté M. Tonda dire que voilà, l'intégrisme, c'est quand les gens refusent l'évolution. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, Ismaël Obianze, on a appris que le capitalisme était, voilà, la démocratie, c'était vraiment, je veux employer peut-être ce terme, le truc par excellence. Aujourd'hui, avec la montée de la Chine, on nous a démontré que première puissance économique du monde, normalement, les idées voilà, savamment orchestrées par les Occidentaux ne passent plus. Pourtant, on continue à apprendre dans nos universités, à nos enfants, que non, le capitalisme, Marx, etc., etc. Donc, pour dire, imaginez maintenant, pour parler, quand j'ai dit, lorsqu'ils font la guerre à des pays pour leur voler leur pétrole, ils appellent ça, c'est pour installer la démocratie. Je prends le cas de l'Irak. J'ai suivi dernièrement un film, et c'est là où j'aime donc le 7e art, où on voulait faire un attentat contre le président américain dans son, on appelle ça Air Force One. Et à la fin du film, on nous fait comprendre simplement que la guerre qui a été déclarée en Irak, avec un mensonge international où M. George Bush a dit qu'il y avait des armes de destruction massive au niveau de l'Irak, était un mensonge orchestré. Tony Blair en fait les frais aujourd'hui auprès de la justice pour avoir aidé ce dernier. Monsieur, je vais terminer par là. Quand un Irakien aujourd'hui va se lever pour constater que son pays a été mis à feu, à sac, à sang, parce qu'on parle aujourd'hui de milliers de morts, comment, lorsqu'il va se rendre dans un pays occidental pour perpétrer par exemple un attentat, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la religion ou il veut libérer son pays de l'occupation qui, je disais, pour donc envahir l'Irak, c'était pour que les Américains font l'économie d'$1 sur le baril de pétrole. Excusez-moi, je termine. Parce que, pour résumer, parce que c'est aussi pour le bien des téléspectateurs qui nous suivent, c'est-à-dire que les attentats commis en Europe sont la conséquence des injustices créées par les Occidentaux sur le continent ou dans le reste du monde. Effectivement, j'ai pris le cas de l'Afrique du Sud, d'Ismaël Obianze. Dans des rapports aujourd'hui, Dieu merci, avec Wikileaks et tout, aujourd'hui on a accès à plusieurs informations qui nous démontrent que Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, chantre vraiment de la paix dans le monde, avec tous les honneurs qu'il a eus, a été un maquisard. Il a perpétré des actes terroristes contre l'état de l'apartheid.
Aujourd'hui, on n'en parle pas, on n'a pas dit que c'est un terroriste. Pourquoi il le faisait? Ce n'est pas parce qu'il était chrétien ou parce qu'il était musulman, c'est parce qu'il voulait défendre, n'est-ce pas, son pays pour que les Sud-Africains bénéficient de toutes les richesses et de toutes les valeurs de leur société. Alors, M. Tunda, est-ce qu'on peut comprendre suffisamment aujourd'hui, avec le recul nécessaire, pourquoi l'enseignement de ces croyances aboutit forcément au conflit de valeurs? Merci, M. Ismaël. Encore une fois, avant de répondre à votre question, laissez-moi aller un peu dans l'historique rapidement pour dire que lorsque le principe de la laïcité arrive, il y a le recul de l'intégrisme religieux. Et pourquoi, justement, si vous posez la question de savoir pourquoi l'intégrisme religieux recule, c'est parce que le principe de la laïcité, justement, s'impose, s'enracine à travers l'histoire des États. Et puis, la deuxième réponse, c'est qu'au même moment, les sociétés arabo-musulmanes vont s'inspirer justement du principe de la laïcité, en partie. Alors, ça, c'est les deux réponses, mais sauf que quand on arrive dans les années 70, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a un retour de l'affirmation de l'identité religieuse. C'est-à-dire qu'il y a un retour en force des intégristes. Donc de l'intégrisme, les partisans justement de cette idéologie demandent simplement quoi? Qu'on reconstruise, qu'on fonde des sociétés à l'image, n'est-ce pas, des textes sacrés ou alors des fondements religieux. Mais dans les sociétés modernes, c'est qui est un peu difficile. Mais est-ce que justement, par rapport à cette préoccupation, sont-ils écoutés, sont-ils entendus, sont-ils compris? Le vrai problème, c'est que devant cette situation, il va émerger des mouvements radicaux, des mouvements islamistes. Je vais donner l'exemple en Égypte avec les frères musulmans, qui sont d'obédience sunnite. Avec le fils en Algérie, il y aura par exemple les talibans en Afghanistan, il y aura les fondamentaux en Iran, qui sont d'obédience chiite. Alors, à partir de là, justement, quand on arrive dans les années 80, ce sont ces mouvements qui n'ont pas été écoutés, qui vont commencer à frapper le monde, qui vont commencer à faire le malheur du monde civilisé. Alors, pour répondre à votre question, oui. Au-delà de frapper le monde, il y a que, même au niveau de la sous-région, on a vu ça en Centrafrique, on a vu ça au Cameroun, il y a de plus en plus des conflits interreligieux, musulmans et chrétiens qui se battent entre eux. Alors si on partage les mêmes valeurs, si on est sûr que les religions enseignent les mêmes valeurs, pour qu'on en arrive à ça? Voilà. Donc, la question du terrorisme, il faut d'abord qu'on voit les causes. Si on ne maîtrise pas les causes et si on ne va pas dans le sens de résoudre ces causes, on va tout faire, on ne va jamais résoudre le problème du terrorisme. George Bush déclare dans les années 90 qu'il va redessiner la carte du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Première puissance économique du monde à cause du pétrole. Et ça n'arrange pas certains. Parce que je veux revenir à l'ère même à l'ère romaine. À l'époque des Romains, et je vais enchaîner avec le roi Baudouin lors de sa déclaration. À l'époque des Romains, les Romains sont opposés à Jésus, le fils de Marie. Et il vient prêcher l'évangile en disant aux gens, voilà, il faut adorer Dieu parce que c'est Dieu. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il demande à ceux que, voilà, on mette la justice de Dieu sur terre. Et c'est possible, pourquoi? Parce que Dieu a révélé ses lois dans la Torah et le Coran. Mais lorsque les Romains se mettent en opposition avec les disciples donc, de Jésus, on les pourchasse. Ils sont persécutés, ils sont tués. Et finalement, ça ne résout pas le problème. Les Romains se rendent compte qu'au fur et à mesure qu'ils vont tuer, persécuter les disciples de Jésus, qui étaient maintenant nombreux, ça ne résout pas le problème. Et lorsque M. Tonna parlait du concile de Vatican, mais là c'était un concile de Romains, ils se sont réunis en disant, mais comment on va résoudre ce problème? Il y a quelqu'un machiavélique qui a une idée en disant, moi je vous propose, si on continue à persécuter les chrétiens jusqu'à, on ne va jamais résoudre le problème. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu proposes? Il a dit, je propose, récupérons Jésus et vous aurez le monde à vos pieds. À Rome aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ce cadre-là sont redevables à la Rome. Pour revenir au roi Baudouin, le roi Baudouin, on connaît ce qu'il a dit. Toutes les résolutions de ces conciles, toutes les résolutions de ces grandes réunions internationales ont donc eu un impact sur le comportement des uns et des autres. Forcément. Au niveau du continent, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est ce que je voulais. Enfin, je voulais répondre à la problématique que vous avez posée tout à l'heure, pour dire qu'il faut d'abord comprendre le contexte de cet intégrisme religieux moderne qui, dans les années 80, va, n'est-ce pas, perdre sa sémantique première, va perdre sa fonction
pour aller vers d'autres connotations. Et à partir de ces connotations, cet intégrisme va verser dans des logiques incomprises. J'attends par logique incomprise la violence physique, la barbarie, les assassinats, les tueries et tous les actes terroristes que nous connaissons. Mais sauf que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi? Vous avez demandé tout à l'heure quelles étaient exactement les causes du terrorisme. C'est justement parce que les terroristes ou les pratiquants terroristes ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus au départ dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'ensemble des frustrations, l'ensemble des déceptions, l'ensemble de la marginalisation qui fait que aujourd'hui, pour se faire entendre, d'après ces terroristes, ils pensent que pour se faire entendre, il faut passer par la violence physique. Moi je dis, est-ce que ce n'est pas une mauvaise interprétation de l'idéologie? Parce qu'en réalité, quand vous regardez bien, l'intégrisme religieux qu'on prête aujourd'hui, n'est-ce pas? Enfin, qui fait allusion aujourd'hui à l'islam. Mais quand on regarde bien l'islam, l'islam est une religion qui milite pour la paix, la dynamique, la cohésion, la stabilité et la prospérité. Et c'est justement là-dessus que je vais vous relance. C'est justement là-dessus que je vous relance. Moussa, c'est justement là-dessus que je vous relance. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi l'islam, pourtant une religion de paix et d'amour, engendre autant de peur et de haine? L'islam engendre autant de peur et de haine. Je vous le disais que cette histoire a commencé bien avant l'islam. Sauf qu'aujourd'hui, l'actualité, malheureusement, voilà, c'est l'islam qui est devant la scène. Ce matin, une résolution vient d'être prise à l'ONU concernant les colonisations au niveau de la Palestine. Les États-Unis aujourd'hui ont voté en faveur de cette résolution-là. Le problème entre Israël et la Palestine, M. Ismaël Obianzi, ce n'est pas un problème de musulmans ou de chrétiens. Le Palestinien chrétien, il revendique sa terre et il est prêt à défendre sa patrie. Il faut qu'on trouve les causes. Les causes du terrorisme, de la montée de l'intégrisme, c'est parce que l'Occident veut avoir une hégémonie sur le reste du monde. Je prends le cas de l'Afrique. On va au Nigeria. Vous connaissez ce qui se passe dans le delta du Niger. Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique. J'ai mon beau-frère qui est allé en séminaire dans le delta du Niger. Il travaille à Shell. Dans le delta du Niger, pour y travailler, ce n'est pas possible. Vous êtes gardé avec des agents qui ont des kalachnikovs. Les gens qui travaillent dans les compagnies de Shell sont enfermés chez eux à double tour. Pourquoi? Parce que les gens du delta ont dit, vous venez puiser le pétrole chez nous, on ne bénéficie pas et on va vous faire ça dur, comme on dit. Voilà les vraies causes du terrorisme. Je vous ai parlé de l'apartheid aujourd'hui. Si les Sud-Africains avaient pris les armes, mais qui devaient leur donner des armes? On leur donnait des aides et tout, mais si on avait la possibilité de leur donner des armes. Mais ils allaient prendre les armes contre les Blancs parce qu'ils voulaient récupérer leurs terres. Les gens aujourd'hui, pour ne parler que de l'Occident, c'est le pétrole, c'est nos richesses, pour parler d'un pays comme la RDC. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Blanc fait? Il voit M. Tonda chrétien, il voit M. Moussa musulman, il dit « Ah, M. Tonda ». Mais il donne à M. Tonda 1 milliard. Et il paye des voitures, des maisons, tout. Et il vient derrière M. Tonda, « Oh, mais tout ce que je t'ai donné là, mais Moussa est en train de te jalouser. Il veut même te tuer pour prendre tout ce que tu as. M. Tonda et moi, nous entrons en guerre. Mais nous ne voyons pas derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que les Blancs, si on appartient par exemple à un pays comme la RDC, pendant que nous, on se bat entre nous, ils viennent derrière pour prendre le bauxite, le cobalt, le cuivre à des prix en nous disant que M. Tonda, M. Moussa, vous êtes en guerre, mais on doit exploiter vos richesses. Comme ça coûte $1, vu qu'on vous donne les armes, etc., on participe à votre guerre, on va payer cela à $10. Et c'est comme ça qu'on nous exploite depuis des siècles. Et les Blancs ont juré, excusez-moi M. Ismaël, les Blancs ont juré qu'ils ne vont jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'ils vont nous sucer jusqu'alors. Je prends l'exemple de la RDC et de la Centrafrique, par exemple, où il n'y a plus de diamants, il n'y a plus ceci, cela. Les Français sont arrivés, ils ont vu que bon, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont pris leurs soldats, ils sont repartis chez eux. L'instrumentalisation de tous ces conflits interreligieux, on verra bien si c'est le cas dans la deuxième partie de cette émission. Le temps de marquer d'abord une pause.